Bonjour et bienvenue sur Super Mama, le podcast positif et bienveillant qui s'adresse à toutes les futures mamans. Je suis Lou, la créatrice et hôte de ce podcast. Je vous embarque avec moi chaque semaine pour vous partager ces belles aventures de femmes qui vous accompagneront sur le chemin d'une maternité éclairée et sereine. Ici, vous entendrez donc une collection d'histoires singulières, touchantes, rassurantes, mais surtout déculpabilisantes. J'espère que ces moments de vie immortalisés permettront de donner espoir et confiance à toutes les futures super mamas. Je vous souhaite à toutes une merveilleuse écoute. Quel plaisir de vous partager aujourd'hui le premier épisode de Super Mama. Pour ouvrir le bal, j'ai le plaisir de vous partager l'histoire de Karen. À travers son récit, mais aussi grâce à son si bel accent tout droit venu d'Amérique du Sud, cette super mama vous fera voyager vers une nouvelle vision de la maternité. Karen a toujours su qu'elle voulait être maman. Déjà petite, elle s'occupait de son petit frère qu'elle prenait pour son bébé à elle. Quelques années ont passé avant que cette superbe femme ne devienne mère, cette fois-ci pour de vrai. Après une grossesse sans encombre, Karen a connu un accouchement des plus express en passant d'une dilatation de 2 à 10 cm en seulement quelques minutes. Karen nous parle donc de sa rencontre avec sa fille tant attendue, Iris, et du monde qui s'est ouvert à elle après cette matrescence. Elle nous raconte aussi comment un déménagement en Grande-Bretagne et une gestion de la vie de foyer quasiment en solo l'ont malheureusement conduite vers une dépression du postpartum et un burn-out professionnel. Une épreuve qu'elle nous partage aujourd'hui avec beaucoup de recul et une bienveillance incroyable. Une expérience qui lui aura aussi ouvert les portes du métier de doula qu'elle exerce à ce jour dans le but d'accompagner des couples dans cette aventure de vie unique. Je vous souhaite une merveilleuse écoute. Bonjour Karen, merci beaucoup d'être sur le podcast Super Mama aujourd'hui. Je suis ravie de t'accueillir. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en quelques mots ? Oui, bonjour. Merci de m'accueillir aujourd'hui dans ton podcast. Donc, je suis Karen Varela. J'ai 37 ans. Je suis vénézuélienne naturalisée française. Je suis arrivée en France quand j'avais 24 ans. J'ai vécu à peu près 10 ans en France et puis je suis partie vivre au Royaume-Uni. Je suis maman d'une petite fille qui a 4 ans et demi, presque, qui a presque grandi. Elle est née en France, mais elle a vécu en Angleterre. J'ai une famille où, ma famille, j'ai un frère et une sœur, et je suis la sœur aînée. Et ben voilà, j'ai juste ma petite et j'ai pas des nièces ou des neveux dans ma famille. C'est le premier enfant, on va dire, de la fratrie entre ton frère et ta sœur. Ouais. Et je pense on n'est pas prêt elle n'est pas prête à avoir des cousines de son côté pour l'instant. Mais oui. D'accord, super, merci Karen. Et du coup, est-ce que tu peux nous dire quel rapport tu avais plus jeune avec la maternité, si tu as toujours su que tu voulais des enfants ou si c'est plutôt venu vers le tard? Ah, la maternité et moi, c'est toute une histoire. Et ça commence aussi en lien avec mon petit frère. Mhm. Je m'en souviens que quand ma mère était enceinte de mon frère, donc j'avais à peu près 4 ans et demi. Bah oui, 4 ans. Et bah, du coup, elle m'a dit que mon frère, c'était la cigogne qui allait le ramener. Et moi, j'adorais les bébés. Je m'en souviens que j'étais énervée parce qu'elle m'avait pas dit qu'elle avait envoyé une lettre parce que sinon, j'aurais aussi demandé un bébé. Ah oui, d'accord. Ouais. Et du coup, je passais tous mes jours à attendre à la fenêtre, à voir la cigogne arriver avec mon bébé. Et Mhm. je m'en souviens que quand il est né, pour moi, c'était mon bébé. Mais j'ai des souvenirs d'aider ma mère à lui changer les couches, à tout, parce que j'ai adoré ces bébés. Bah voilà, comme elle m'avait pas dit, et c'était mon bébé. Ah oui, donc tu prenais ton rôle de grande sœur vraiment très à cœur avec ce petit bébé, quoi. Ouais, et à plein cœur parce que j'ai adoré et je m'en souviens toute ma vie, j'ai vraiment aimé les bébés. J'avais beaucoup cette connexion et cette sensation d'avoir une connexion forte avec les enfants.
Tu m'entends plus? Ouais. C'est bon? Ah ouais, voilà. Oui, pardon. Et, euh, et du coup, oui, j'ai toujours su que je voulais être maman. J'ai même essayé pendant longtemps. Et quand je l'attendais pas du tout, même j'étais déjà en train de me questionner si vraiment je voulais être une maman. Je suis tombée enceinte. Et c'était une bébé surprise parce que je suis tombée enceinte avec la pilule. Ah oui, d'accord. Ok, donc pour Ouais. nous remettre un petit peu dans C'était, le contexte, tu avais un amoureux à l'époque? Comment c'était ta vie de couple? ouais, ouais, ouais. Donc, bah ouais, oui, parce qu'en plus, je dis que j'avais longuement hésité. Donc, bah, j'étais en couple depuis à peu près 2 ans avec mon compagnon et le papa de ma petite. Et donc, du coup, bah, à ces moments, bah oui, non, j'ai essayé pas parce que c'était 12 ans, c'était un peu le début de notre relation. Et du coup, c'était la première fois de ma vie un peu que je prenais une pilule parce que je souffre des migraines et donc je pouvais pas vraiment prendre des pilules avant. Et donc, bon, à ces moments-là, on avait apparemment trouvé la bonne pilule, etc. Et donc, bah, voilà. Sauf que à un moment, je suis tombée enceinte. Et D'accord. Alors tu penses que tu on as s'entend. oublié la pilule ou pas? Ou qu'est-ce qui s'est passé? Tu sais pas l'expliquer? Non, en fait, j'ai pas oublié. Je la prenais toujours dans le créneau où il fallait. Mais on a découvert après que peut-être j'avais des problèmes de malabsorption et que peut-être c'était ça qui avait un impact dans le fonctionnement de la pilule. Et donc, du coup, c'était pas juste. Et en fait, c'était un peu drôle parce que dans mon cours de préparation à la naissance, j'étais pas la seule à être enceinte, à être enceinte en prenant la pilule. Donc, c'est 99,99, des fois, c'est pas toujours comme ça et que bah voilà, on va dire qu'on a eu trop la chance de tomber dans ces petits pourcentages, mais bah voilà, ça n'a pas marché et ça n'a pas marché pour moi. J'ai essayé même de trouver si c'était ma faute, mais non, c'était pas ma faute et bah voilà. Eh oui, comme C'est quoi c'est difficile à expliquer, possible. mais ouais. Et du coup, comment t'as su que tu étais enceinte si tu prenais la pilule? Est-ce que tu t'en es rendu compte rapidement? Comment s'est passée cette découverte? Ouais, bah, je me suis rendu compte assez vite en fait. C'est drôle parce que à ces moments-là, bah, mon compagnon il partait vivre dans une autre ville pour le travail. Et justement, c'était un moment où je me disais, est-ce que vraiment je vais être maman? Je ne suis pas sûre. Et juste à ces moments-là, je commençais à avoir des symptômes. Je savais que j'allais avoir mes règles, mais je me sentais différemment. Mhm. Je sentais mes seins très lourds, je me sentais un peu que j'aurais tenu du liquide et je m'en souviens. Et je disais, je vais avoir mes règles, mais je me sentais super bizarre et quand je marchais au travail, je sentais mes seins super lourds et je vois une de mes collègues et je lui dis, c'est bizarre, je me sens comme si j'étais enceinte, comme si je... Et, et je m'en souviens, je me suis dit, mais c'est pas possible, c'est sûr que je suis pas enceinte. Ces jours-là, j'avais eu une sortie de travail. Et j'ai dit, ah, j'ai pris un mojito et après je me suis dit, ah non, je ne devrais pas parce que je crois que je suis enceinte. Et le lendemain, je me suis dit, non, non, il faut absolument que je fasse un test. J'avais un peu parlé avec mon compagnon, mais il a dit, non, mais c'est pas possible. Mais sauf que je lui ai pas dit, je vais faire le test. Comme il n'était pas dans la même ville, bah, on devait se voir le soir parce qu'il revenait, il rentrait, mais j'ai fait le test en attendant. Et moi, je savais, j'ai fait le test. Quand je l'ai vu, c'était positif et moi, j'y croyais pas. Je me suis dit, c'est pas possible. Je suis allée, euh, je suis allée tout de suite au laboratoire qui était à moins de 5 minutes de chez moi. Je leur ai dit, s'il vous plaît, fais-moi un test de sang. Je pense que j'ai fait ça. Et en attendant, j'avais la réponse dans quelques heures. Mais en Mhm. attendant, je suis retournée à la pharmacie et j'ai fait au moins 2, 3 tests de plus en attendant. Pour être bien sûr qu'il était positif. Ouais, sûre et D'accord. certaine. Ils Et étaient tous je m'en positifs, ouais. souviens, la première personne à qui j'ai dit, c'était ma meilleure amie. Elle habite à Barcelone et ces jours-là, elle venait à Paris pour passer le week-end avec moi.
Et je lui dis, oh, mais je suis enceinte. Et en fait, c'était un peu bizarre parce que j'étais très contente parce que c'était le rêve de ma vie, être maman. Mais en même temps, c'était un peu bizarre parce que on le cherchait pas. Je savais pas quelle réaction allait avoir mon compagnon parce qu'il n'était pas prêt. Il avait, à l'époque, il est 2 ans et demi plus jeune que moi. Et à cette époque-là, il ne se voyait pas être papa parce qu'il avait moins de 30 ans. D'accord. Et du coup, ouais, j'étais un peu partagée. Et du coup, bon, on a vécu la grossesse un peu mais pas de la même façon parce que quand je lui dis, il était assez surpris. Il est tombé des nuages et il s'est dit, mais je comprends pas. Bah, il essayait aussi de trouver pourquoi j'étais tombée enceinte si je prenais la pilule. Il pensait que c'était moi qui l'avais pas pris. Il a mis beaucoup de temps à digérer, à comprendre. Et du coup, bah, il a vécu d'une façon, moi je l'ai vécu d'autre. Et aussi, je peux dire, et il le sait, que vu qu'on l'a pas vécu de la même façon, on a vécu un peu une souffrance de chaque côté. Donc moi, parce que j'avais presque du mal à me réjouir, Mm. parce que j'étais enceinte, parce que lui, il comprenait pas. Et lui, c'était parce qu'il se voyait pas être papa, et pour lui aussi, c'était vraiment quelque chose d'intangible. Mm. Et même à un moment, il s'est dit, OK, je suis papa, mais quand il mettait la main sous mon ventre, il me disait, pour moi, j'arrive pas à sentir un bébé. Pour moi, c'est comme si tu bougeais tes muscles. Et du coup, D'accord. je- ouais, c'était une grossesse un peu partagée. Est-ce que Bah, pour toi, j'étais très c'était... contente. Est-ce que pour toi, c'était forcément... Enfin, tu souhaitais absolument le garder ou tu t'es quand même posé la question à un moment donné quand tu as vu la réaction de ton compagnon? Bah oui, il m'a posé la question. Il Mm. m'a dit, est-ce que tu veux le garder ou pas parce que je me sens pas prêt. Et moi, je lui dis, je suis désolée, mais si t'es pas prêt, mais je vais pas. Parce que je sais que dans le passé, j'avais essayé de tomber enceinte avec mon compagnon d'avant. J'ai jamais tombé enceinte. Et pour moi, je me disais, et si c'est la seule opportunité que j'ai dans ma vie d'avoir un bébé, donc je vais pas la perdre. Et donc, je lui ai dit, peu importe ce que tu veux, moi, je sais que je vais garder ces bébés. Et pour moi, c'était hors de question de ne pas avoir ces bébés. Oui, quoi Et qu'il en donc, du soit, coup, bah, après, tu voulais garder ce ouais, petit, ouais, ouais. ouais, j'étais sûre. Mm. Ouais, j'étais sûre. Et je me suis dit, bon, si je dois le faire toute seule, je le ferai toute seule. Mais bon, il m'a dit que non, bah, il allait le faire à mon côté. Et bah, bon, on est toujours ensemble. Et D'accord. ouais, on a parcouru un chemin, mais je pense que bah, ça fait partie de notre apprentissage et des choses qu'on devait venir bah, apprendre dans cette vie-là. Même si ça n'a pas été facile ou tout le temps la joie ou tout, bah, on l'a fait ensemble et on est très content de notre choix. Et je m'en souviens qu'il me disait tout le temps depuis le début, même si c'est dur pour moi maintenant, je sais que le jour où je la verrai, bah, où je verrai cet enfant, je vais tomber fou amoureux. Mais pour moi, c'est dur. Et c'est autre chose aussi que j'ai beaucoup, un peu, disons, travaillé pendant ma grossesse, c'est que toutes les personnes ne voient pas la vie de la même façon et que c'est tout à fait valable d'avoir une réaction différente. Donc, j'ai compris que même si c'était dur pour moi qu'il ne soit pas si heureux que moi, bah, c'était sa façon de voir la situation et que ça pourrait être dur pour lui. Et donc, j'ai compris ça. Euh, j'ai compris que il m'accompagnait de la façon qu'il pouvait. Mhm. Sa maman était aussi très pressante, donc c'était bien. Et aussi, à la fin de ma grossesse, il y a mon frère qui est arrivé vivre avec moi et que bah était vraiment ma compagnie. En fait, de la façon que se réjouissait pas mon compagnon quand il m'a touché mon ventre, mon frère, il était à fond tous les jours. Est-ce que je peux toucher le bébé? Et c'est lui qui m'a aidé à préparer le sac pour la maternité. C'est lui qui a repassé tous les affaires. C'était trop mignon. Ah ouais, c'est Et je m'en souviens. Ouais. Ouais, et il me dit toujours, ah, c'était moi ta doula. Et en fait, oui, c'était lui qui me préparait les repas. Euh, Moi, j'ai fini le sac de la maternité 1 mois et demi avant ma date prévue. de Et terme, justement, d'accord. ces jours-là, le sac fini,
j'ai commencé à avoir des contractions et j'ai dû partir à la maternité. D'accord. Alors juste avant, comment s'est passée ta grossesse? Donc avec ton compagnon, voilà, peut-être qu'il y avait quelques discussions, on va dire, entre vous. Mais au niveau physiologique, est-ce que tu te sentais en forme? Est-ce que tu as eu des problèmes quelconques ou est-ce que ça s'est plutôt bien passé dans l'ensemble? Euh, je pense que c'était très bien passé. Bon, j'avais beaucoup d'énoncés, j'avais beaucoup de mal à manger. Euh, j'avais un odorat, mais super développé. Déjà, en temps normal, j'arrive à sentir, mais un jour, j'étais surprise parce que j'avais senti presque 1 kilomètre ce qu'il y avait dans le marché. Et je suis allée chercher j'ai dit, ah, je sens ça, j'ai envie de manger ça. Et je suis fait tout le marché jusqu'à que je trouve où ils vendaient ce que j'avais envie et que j'avais senti. Et je me suis dit, mais c'est incroyable. Mm. Donc, je mangeais très peu et des choses précises. J'avais la nausée bah, presque tout le temps, mais je me suis jamais sentie si bien de ma vie, dans le point où j'ai senti que j'étais toujours super belle. Et en fait, je brillais d'une façon que je n'avais jamais brillé dans ma vie. Et ça s'est voyé que j'étais vraiment contente d'être enceinte, même si je n'arrivais pas à manger, que je vomissais presque tout. J'étais super heureuse et ça s'est voyé. Ça, c'est super. C'est une belle histoire, justement. Donc, du coup, arrive un mois et demi avant ta date d'accouchement prévue, c'est ça? Donc, tu fais ta petite valise avec ton frère, ton compagnon. Et là, les premières contractions arrivent? Ouais, j'avais des contractions, je savais pas qu'est-ce que je devais faire. Donc j'appelle la maternité, ils me disent non, venez. J'arrive, donc effectivement, j'avais des contractions chaque 2 minutes, mais je dilatais pas. Et donc ils m'ont donné des comprimés, après ils m'ont fait une injection pour essayer d'arrêter le faux travail pour éviter qu'elle naisse avant, parce que sinon, il aurait fallu lui donner des médicaments, des corticoïdes pour que ses poumons se développent, etc. On m'avait dit, bah, il y a le pédiatre qui va passer vous expliquer toutes les conséquences si le bébé naît aujourd'hui, parce qu'elle n'était pas encore prête. Et bon, elle n'était pas prête, c'est ce qu'on me disait. Et du coup, bah, bon, à ces moments-là, je passe une nuit à l'hôpital. Les contractions finissent par s'arrêter. Moi, j'étais avec mon frère, mais il a passé la nuit à la maison. Le lendemain, je rentre à la maison et je passe un mois à l'IT. Donc, jusqu'à là, ma grossesse s'était bien passée. Mais à partir de ces moments-là, la fin de la grossesse, je l'ai passée au lit. J'avais des contractions, mais tous les jours, mais très fortes. Je devais prendre de espace fond tous les jours pour les Mhm. s'arrêter. Mais elles étaient si fortes et c'était comparable aux contractions que j'ai eues le jour J. Ah oui, d'accord. Et en fait, bah voilà, j'ai passé la fin de la grossesse au lit avec des contractions que c'était presque les mêmes et à attendre tous les jours et à me dire, oh, j'espère que c'est la fin parce que j'en peux plus. Mais ma date d'accouchement prévue, c'était le 21 novembre. D'accord. Mais il y avait quelque chose qui me disait qu'elle allait naître autour de 11 novembre. Et je me disais, elle va naître par là, elle va naître par là. Et je m'en souviens, le 11 novembre, l'attendre tout le jour, toute la journée, je me disais, elle va naître, Ah oui. elle va naître. Et tous les jours, à 20 heures, j'avais des contractions. Je prends mon espace femme, ça passe pas. J'ai dit à mon compagnon et à mon frère, ça passe pas, je pense que c'est aujourd'hui. Ils étaient tous les deux fatigués. Ils m'ont dit, mais t'es sûr parce qu'on est fatigué? Je dis, oui, mais c'est moi qui va coucher. J'ai pris mon bain, on notait toutes les contractions, ça s'est calmé pas. On part à la maternité, on arrive vers 1h30 du matin. Oui. Euh, euh, Finalement, bah, j'ai attendu, je pense qu'à peu près 1 heure. Après, je passe en salle de naissance. Vers 2h30, 2h45, ma poche des seaux est percée. D'accord. Je commence à appeler les sages-femmes et tout pour leur dire, mais elles mettent de temps à venir. Donc, elles arrivent vers 3h, 3h30. À ces moments-là, elles me disent que je suis à 2 centimètres de D'accord, ouais. dilatation et qu'elles vont aller voir pour que je puisse avoir la péri. Mhm. Et donc, elles disent OK. Mon compagnon, ils disent, bon, comment ça va se passer? Ils lui ont dit, bon, vous inquiétez pas parce que il manque à peu près 2 heures. 2 heures, 8 heures. Donc, c'est 1 heure par centimètre. Il dit Oui. OK. Sauf que j'ai dit OK.
on va mettre une playlist que j'avais préparée. J'ai tenu une demi-chanson et je m'en souviendrai toute ma vie. C'est la chanson Thunder. Ouais. Et ma fille est vraiment arrivée comme un éclair. En fait, j'ai entendu une demi-chanson et là, je l'ai dit, j'en peux plus, j'en peux plus, j'en peux plus, je pouvais pas m'asseoir. J'ai dit, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'ai besoin d'aller aux toilettes, j'en peux plus. On essayait d'appeler les sages-femmes, elles ne venaient pas. Et je me suis accroupie par terre. Je m'étais comme ça, mes bras en haut pour bien illustrer. Et j'ai mis un cri, je me suis sentie comme une maman gorilla. Et je me suis dit, ah oui, non, mais ça va pas. Et donc, c'était 10 minutes après que la sage-femme vienne et qu'elle dise que je suis à 2 centimètres. Donc là, elles sont venues, ils m'ont dit, non, il faut vous coucher parce qu'on ne peut pas vous examiner. J'ai dit, mais je peux pas, j'ai trop mal au dos. Ils m'ont forcé à aller sur le lit et quand on me met sur le lit, on dit, ah mais madame, on la voit, elle a beaucoup de cheveux. Donc, tu vois, on m'a dit, je suis à 2 centimètres. Et 10-15 minutes après, on m'a dit, on la voit, elle a beaucoup de cheveux, Ah, vous devez pousser. ça, c'est un accouchement Et express. ah ouais, non, mais c'était trop, trop, trop rapide en fait. Ah ouais. C'était, mais je pense, après avoir étudié et lu beaucoup, c'est que justement le fait qu'elle venait pas quand je les appelée, j'ai pu avoir l'opportunité de vraiment partir dans mon cortex et de laisser mon corps faire le travail qu'elle devait faire, mais concentrer. Et j'étais vraiment très ravie parce que en fait, comme j'ai passé des 2 centimètres à on voit le bébé, tout le monde était en panique. Toute l'équipe de nuit est arrivée dans ma chambre et on est passé de mon compagnon et moi à être plus de 10 personnes dans la salle. Une sage-femme qui vient me mettre en toute vitesse, on voit au cas où il y avait des complications. Toute l'équipe là qui était là à m'aider à coucher, bah, mon compagnon qui savait pas quoi faire et que la seule chose que je lui disais c'est donne-moi de l'eau, donne-moi. J'avais un petit truc d'Aven pour un Brûle. humidificateur Ouais. parce que j'avais trop chaud. Je lui disais donne-moi de jus de pomme parce que j'avais besoin d'énergie. Je devais pousser même sans contraction. J'avais des contractions chaque minute, mais il fallait que le bébé sorte très vite. Et à un moment, j'ai eu peur, mais heureusement que mon corps ne s'est pas mis à sécréter de l'adrénaline parce Mm. que sinon, mon travail serait arrêté là. Mais je me suis dit, chaque jour, vraiment, je me dis, waouh, la puissance de mon corps. Et du coup, j'ai poussé. Et je m'en souviens, je sens, et c'est un truc que j'ai toujours très gravé, c'est que une fois que la tête est sortie, bah, j'ai senti comme un bouchon champagne, donc le fameux reflet d'éjection mon bébé qui sort, on met la main sur moi et en fait, j'ai dit, ah, elle est là, mais je ne réalisais pas en fait. Bah oui, C'est tu passé m'étonnes. tellement vite. Ouais, et je m'en souviens après, le lendemain, j'étais assise, on nous parlait de l'allaitement et je me tourne vers mon côté, je vois mon compagnon avec mon bébé en bras et j'étais, ah, ouais, ah oui, c'est vrai, elle est là. J'étais surprise. En fait, personne m'avait dit qu'un premier accouchement pouvait se passer si vite. Et du coup, bah, j'ai eu du mal à l'assimiler. Ouais, c'est sûr. Et on m'avait dit aussi, on espère que vous n'êtes pas traumatisé, mais dans le futur, si vous voulez un autre enfant, vous devez vraiment aller très, très, très vite. Et du coup, j'étais vraiment un peu traumatisée. Je me suis Oui, dit, c'était waouh, peut-être ça même s'était pas trop passé. rapide. Ouais, ouais, ouais. Bon. Après, j'ai compris que peut-être c'est bien parce que si on a l'opportunité d'être bien accompagné, bien dans son corps, bien dans sa tête, ça peut se passer comme ça et que c'est normal parce que bah voilà, notre corps est fait pour donner vie et qu'il sait quoi faire. Mais on n'a pas su me l'expliquer à ces moments-là. Et du coup, bah, moi, après, je mettais en garde à tous les mamans, je lui dis, même si c'est le premier bébé, ça peut se passer très vite. Donc, soyez préparés, ne soyez pas. C'est pas grave si ça passe comme ça, mais ça peut arriver. Ça peut arriver, ouais, en effet. Est-ce que tu savais que c'était une petite fille ou tu avais gardé la surprise? Oui, je savais que c'était une petite fille. On l'a vue à la deuxième ou troisième échographie, donc je savais déjà que c'était une petite. Et D'accord. euh, et il y a un truc très drôle, c'est qu'il y a une chanson.
qui s'appelle Ma petite jolie fille, mais elle s'appelle Mi niña bonita en Mhm. espagnol. Et depuis le début de la grossesse, je sentais que c'était une fille. Et je chantais toujours cette chanson pour elle et je massais mon ventre. Et quand elle avait... Sauf que après, j'ai oublié cette chanson quand elle est née. Et quand elle avait 2 ans, 2 ans et demi, un jour, je la mets sur Spotify. Sa tête, elle m'a regardée, elle m'a dit, Maman, c'est ma chanson. Et j'étais genre, mais comme Oh, tu sais, mais dit, oui, oui, maman, c'est ma chanson, ma chanson. Et je pense, pour moi, il y a une connexion dès qu'elle l'entendait toujours dans mon ventre et elle a pu la reconnaître. Il y a des oh. gens qui me disent, oui, mais non, mais Ah je si, suis c'est sûre que oui. incroyable. Et Ah ouais, ouais, c'est dingue. Et du coup, comment elle s'appelle, cette petite fille? elle s'appelle Iris, Iris, ah, c'est très mignon. Elle est née à quelle date, du coup, le 11 le 12 ou le à 12 4 heures du novembre? matin. Ah oui, d'accord, Ouais, dans la nuit, d'accord. Bon, super. ouais, ouais. Donc là, tu découvres bah, ces premiers jours en tant que maman. Comment tu t'es remise de l'accouchement? Comment tu te sentais dans ta tête au niveau de ta maternité, hein, les premiers gestes? Comment ça s'est passé cette petite période d'après-accouchement? Ouais, bah au début c'était un peu dur parce que justement quand elle est née pendant la nuit, bah j'avais rien dormi. Après j'étais toute excitée parce qu'elle était là, du coup j'avais du mal à dormir et surtout aussi bah on avait les gens qui venaient nous voir à la maternité, qui voulaient la voir, donc je dormais pas pendant la journée. La nuit elle dormait pas. Après l'accouchement, j'ai eu des rétentions de liquide dans les jambes et dans les mains. Et j'ai eu aussi eu le syndrome de tunnel carpien après l'accouchement. Je l'avais eu à la fin, mais ça, c'est un peu. Je le sentais plus après l'accouchement et du coup, je pouvais même pas bouger mes mains au début. Et ça, tu sais Et du coup, à quoi c'est dû ou pas? non, en fait, c'est quelque chose qui peuvent avoir les femmes parce que avec les hormones, etc. Bah, oui, bon, j'ai plus d'explications aussi. Par exemple, je sais pourquoi j'ai passé mon dernier mois à l'IT et pourquoi j'ai eu, parce que presque tous les premières 2, 3 ans après l'accouchement, j'ai eu beaucoup des douleurs aux hanches. Et en fait, j'ai été diagnostiquée l'année dernière avec quelque chose qui s'appelle le syndrome Ehlers-Danlos et ça s'appelle hypermobilité articulaire. C'est le type que D'accord. j'ai. Et en fait, quand on est enceinte, il y a une hormone qui s'appelle la relaxine, donc justement pour aider à relaxer toutes nos articulations, sauf que toutes mes articulations de base sont hyper laxes. Et du D'accord. coup, bah, mon corps, il souffrait un peu plus ça. Et je pense que justement, j'ai mon corps qui est déjà hyper lax et cette hormone, je pense que justement pour ça, à la fin, mon corps, il soutenait pas ces petits bébés. Et donc, c'est pour ça que Oui. j'avais des contractions tous les jours, que j'avais du mal ouais, ouais, à garder ça, que j'ai dû rester alitée. Et je pense que aussi, tout ce que j'ai eu articulairement après, ça a aussi un lien avec. Mais aussi, il y avait la partie des rétentions de liquide qui est très commun après l'accouchement, parce que une des choses que lui dit, c'est on nous donne déjà des chaussettes de contention quand on est enceinte et on nous dit mettez-la dans la valise parce que peut-être vous allez en avoir besoin et c'était ça. Et du coup, bon, je devais mettre mes chaussettes de contention, mais j'avais pas des gants de contention. Et du coup, Oui. j'avais les mains comme ça. Et c'était la première nuit, donc mon compagnon, il est rentré s'est reposé parce que sinon, ça allait être impossible pour tous les deux. Et c'était les sages-femmes qui venaient m'aider, par exemple, à changer la couche, à l'aider la mettre au sein. Et donc, bah voilà, c'est comme ça. Sauf que deuxième jour à la maternité, j'ai dit à mon compagnon, il faut que personne vienne parce que sinon, je vais jamais dormir. Mhm. J'avais réussi à dormir un tout petit peu. Sauf que je pense qu'au bout de cinquième, sixième jour, bah, j'ai été épuisée parce que quand le bébé est né, le bébé, il sait pas que la nuit, il faut dormir. Elle pleurait beaucoup, donc elle était toujours sur moi. Et je m'en souviens qu'à un moment, je me suis mise à délirer. Je parlais, j'étais à moitié endormie. Et à un moment, je me suis dit, il faut vraiment absolument que je dorme. Parce que... et mon compagnon aussi s'est mis à délirer tellement il était fatigué. À un moment, il rêvait que la petite est tombée alors qu'il l'avait même pas dans ses bras. Et il s'est réveillé, il a pris l'oreiller dans ses bras.
Il a À cru ces que moments c'était le aussi, bébé. ouais, ouais, ouais. Donc au début, j'étais très fatiguée par donc ces manques de sommeil et aussi bah il y avait les hormones. On m'en souvient, on m'avait dit vous allez pleurer pour des choses que vous ne savez pas. Et je m'en souviens que chaque fois que je regardais ma petite, je me mettais à pleurer, mais parce que je me disais ma mère, elle a perdu sa mère quand elle avait 6 ans. Et je me suis dit, oh, c'est dur que ma mère, en étant petite, n'a pas eu quelqu'un qui l'aime comme une maman. D'où ça sortait, bah, je sais pas. Mais chaque fois que je voyais mon bébé, pour moi, ce que je voyais, c'était la souffrance de ma mère en étant petite. Mais tout est Et c'était remonté à la super dur. surface à ce moment-là, ouais. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'était assez dur. Bah, au début, pour mon compagnon et pour mon frère qui était avec moi, bah, ils comprenaient pas pourquoi. Et je m'en souviens un jour, j'étais assise dans mon ballon de yoga dans le séjour, je tenais mon bébé elle pleurait, j'essayais de la consoler. Mais j'avais une tête complètement fatiguée. Il y a mon frère qui m'a dit on dirait que t'es folle, va dormir. Et j'ai dit mais qu'est-ce que tu racontes? Et je me souviens, je me suis énervée. Mais bon, il n'a pas eu de tact, c'est ce qu'il a voulu dire. Mais je l'ai dit à mon compagnon mais pourquoi il m'a dit ça et tout? Et je me suis rendu compte qu'on sait, on n'a jamais pas assez de tact pour parler aux jeunes mamans et que c'est difficile à comprendre ce qu'elles traversent, surtout si tu es un homme. Et si t'as pas vécu si t'es pas maman, tu peux vraiment pas les comprendre. Pour plus que tu essayes de te mettre à sa place, c'est vraiment dur de savoir. Et aussi, autre chose que j'ai appris après, avec beaucoup de recherches et des lectures, c'est que quand tu as vécu des traumas et des enfances difficiles, tu as beaucoup plus de risques de souffrir une dépression postnatale. Hmm, d'accord. Et donc, du coup, bah, j'ai vécu une enfance bah, très difficile. Et du coup, il y avait beaucoup de choses qui remontaient, mais que je ne savais pas. Au début, j'essayais de dire, bon, non, je suis forte, ça va passer, c'est normal. Je ne savais pas que la matrescence existait, ce nom-là. Je ne savais pas comment expliquer tout ce que je ressentais, mais je me sentais il y avait que moi que ça lui arrivait. Du coup, je parlais pas beaucoup. Donc après, quand ma petite a eu 5 mois, on a dû partir en Angleterre. Oui, À pour ces des raisons moments-là, professionnelles? ouais, ouais, Ouais. ouais, par le travail, parce que je devais venir avant, mais bon, bébé surprise, on Hmm. a dû tout décaler. Mon compagnon, par des raisons aussi de travail, il n'a pas pu trouver un poste tout de suite, et du coup, il m'a rejoint presque un an après. Ah Et oui. du coup, mon première année de maman, j'ai dû être toute seule à l'étranger, à tout faire. Hmm. Et je me suis dit, oui, je peux, je peux. Donc, du coup, j'étais vraiment une super femme à tout faire, sauf que, et là, peut-être on va dire que c'était un peu après, mais je pense que c'est important de savoir ça, c'est que la dépression postpartum m'a vraiment rattrapée quand elle a eu 2 ans. Ah oui, sur le tard un petit peu. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, bon, après, on parle de postpartum, mais on dit que on ne sait pas combien ça dure. Et pour moi, ça dure presque, je pourrais dire 5 ans. Hmm. Mais j'ai eu une vraie, vraie, vraie dépression postpartum quand elle a eu 2 ans. En plus, parce que j'avais cumulé beaucoup de choses, je gardais beaucoup de choses, cette charge mentale que les mamans nous cumulons. Et aussi, il y a eu beaucoup de choses qui ont remonté. C'est quand on parle, quand on est en train d'élever son enfant, quand tu vois ce qu'il vit, il y a beaucoup de souvenirs qui te remontent de ton enfance à toi. Et même des souvenirs que des fois tu t'avais oubliés, qui étaient un peu, oui, gardés quelque part. Et même si j'ai pas tous les souvenirs, j'ai ces ressentis des choses qui me sont arrivées quand j'étais petite. Et du coup, quand elle se mettait en crise, par exemple, je devais m'enfermer. Je me disais, mais parce que quand j'étais petite comme elle, que je me mettais à pleurer, bah moi, j'étais frappée, punie, etc. Et je me disais, mais comment on peut faire du mal à un enfant qui ne sait pas contrôler, qui ne sait pas s'exprimer? Et du coup, à ces moments-là, c'était vraiment très, très fort pour moi. Bah, déjà, parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont revenues, beaucoup de choses qui sont ressorties. Bah, on était aussi en plein Covid. Hmm. Et du coup, c'était très dur. Et je pense qu'il y a quelque chose que l'on parle pas beaucoup, c'est que qu'est-ce qui est être difficile en étant parent, c'est que tu dois contrôler, tu dois
aider ton enfant à, bon, pas contrôler, mais à savoir reconnaître ses émotions et se calmer, en même temps que toi, tu dois calmer les tiennes, mais que personne nous a appris non plus. Et donc, du coup, Ouais. c'est la partie la plus difficile. Tu dois gérer deux émotions. Et des fois, c'est pas juste celle de ton enfant et les tiennes. Des fois, il y a aussi celle de ton compagnon parce qu'il comprend pas pourquoi tu réagis comme ça et tout. Et donc, je trouve qu'on doit être maman, des fois un peu arbitre aussi avec parce que ton compagnon il comprend pas. Des fois, il réagit aussi avec un enfant. Bah, pas tout le temps, mais des fois. Donc, tu dois être thérapeute, machin, et en même temps, essayer de comprendre de toi. Donc, je trouve que ça, c'est quelque chose qui a été un peu difficile. Ben, on s'est beaucoup amélioré parce qu'on a beaucoup parlé, on a beaucoup lu. Il m'écoute aussi parce que je fais beaucoup de recherches, mais c'est quelque chose qui est vraiment très, très dur. Est-ce que tu t'es fait aider par un professionnel de santé ou est-ce que toi-même tu as fait des recherches? Comment justement tu t'es sorti un petit peu de cette période-là? Ouais, bah, à ces moments-là, j'avais pris, je m'en souviens, 3 semaines off de travail et j'ai commencé à avoir une thérapeute. Donc, au début, j'ai fait ce qui s'appelle en Angleterre CBT, c'est de la thérapie comportementale, je crois qu'on traduit peut-être comme ça. Donc, tu as D'accord. beaucoup des outils pour te reconnaître, pour te calmer. Et un truc que j'ai beaucoup appris, c'est l'autocompassion. Et c'est savoir que il y a un truc qui m'a marqué et que je dis assez souvent, c'est que j'ai lu dans un livre, c'est si on parlait aux autres de la façon qu'on se parle à soi-même, des fois tu serais en prison. Pourquoi? Parce qu'on est très très dur avec nous-mêmes. Et du coup, j'ai appris à être plus mieux avec moi. Et aussi, bon, ça m'a pris 2 ans à me placer au centre et à que Mhm. si moi j'étais pas bien, personne autour de moi allait être bien. Et donc, du coup, ça m'a coûté un peu cher parce que à ce moment-là, donc j'ai fait ça, j'ai commencé oui, ma thérapie et tout. Mais suite au stress que j'avais aussi au travail, j'ai fini en burn-out après. Mhm. Et donc, du coup, j'ai passé presque un an en arrêt maladie avec beaucoup, beaucoup de problèmes santé liés à tout cet stress, à cette burn-out et à ça mais qu'avec la thérapie, j'ai compris que c'était beaucoup de choses refoulées en moi, que je Mhm. parlais pas, que je disais pas. Et du coup, mon grand apprentissage de ça, c'est déjà, moi, je suis ma priorité parce que sinon, personne va me prioriser. Bah, ma santé, elle est fondamentale et si je ne suis pas bien, bah, je peux pas être la maman que je veux être. Et Mhm. une autre chose aussi, c'est que il y a que moi qui décide quel type de maman je suis. Je veux plus du tout rentrer dans ce qui dit la société. Mhm. La maman, je dis bah non. Des fois, il y a des gens qui me disent oui, mais quand j'étais maman, j'étais pas comme ça. Ou par exemple, quelqu'un qui m'a dit oui, quand j'étais maman, j'ai jamais été absente au travail parce que mon enfant était malade. Et moi, je me dis, mais je suis désolée, mais c'est pas la maman que je veux être. Et la maman que je veux être, il y a que moi qui l'a définie. Et si je veux me comparer à quelque chose, donc c'est à ce que j'ai défini. Et comme ça, je peux m'enlever toutes ces culpabilités que les autres essayent de me mettre, mais que je n'ai pas à charger. Et du coup, justement avec ça, c'est quelque chose que je parle beaucoup aux mamans que j'accompagne dans le bénévolat que je fais. Et aussi, j'ai commencé à en parler et j'ai créé même un blog où je veux beaucoup parler de ça parce que je me suis dit, pourquoi on finit avec cette culpabilité et tout? C'est parce qu'on nous a dit que ça doit être comme ça alors que c'est faux. C'est Mhm. faux et c'est à nous de définir les mamans que nous voulons être. Et oui, mais t'as tellement raison. Et justement, comment tu peux te qualifier en tant que maman? T'es quel type de maman, Karen? Ah bah, je suis contente parce que je crois que je suis vraiment la maman que je voulais être. Je suis une maman intentionnée, je suis une maman pressante. Quelque chose de quel je suis très fière, c'est que ma fille me dit tous les jours, Maman, je t'aime, maman, je suis fière de toi. Et je sais qu'elle me le dit parce que moi, je lui dis à elle. Mhm. Et du coup, je vois que la petite fille dans laquelle elle s'est la petite fille qu'elle est devenue, c'est grâce à tout cet amour que nous, on lui donne à la maison. Et je suis vraiment contente parce que je sais que quelque chose qui me manquait quand j'étais petite, c'est qu'on me disait pas qu'on m'aimait. Et je me suis dit, c'est un truc que je voulais changer et je sais que ma fille, elle sait que, que je l'aime. Et des fois, c'est drôle parce que je lui dis, Oh, Iris, je t'aime. Elle me dit, oui, maman, je sais.
Ou des fois, elle vient me dire, maman, tu sais, mais j'adore, elle me prend le menton comme ça, elle me fait la regarder, elle me dit, maman, je t'aime, maman, je suis fière de toi, bravo, Oh. maman. Et je me suis dit, c'est tout ce que je voulais, et pour moi, ça me rend tellement heureuse. Bah, je suis aussi une maman qui fait beaucoup de choses pour elle. Je lui fais plein de doudous parce que je suis quelqu'un qui est très créatif. Donc, je lui fais plein de doudous, plein de déguisements, plein de ci, plein de ça. Et je sais qu'elle aime bien. Et je suis aussi très fière de ça. Et, mais je pense que la chose de laquelle je suis très fière, c'est comme elle est et tout l'amour qu'elle montre parce que je sais que c'est le résultat de tout ce que je fais pour elle. Ouais, c'est super. J'ai l'impression que tu lui donnes vraiment les clés justement pour qu'elle soit bien aussi, elle, par la suite, avec les autres et avec elle-même, surtout. Et du Ouais. coup, tu t'intéresses donc évidemment beaucoup plus à la maternité, j'ai l'impression, qu'avant. Donc, tu es devenue doula. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur cette expérience? Oui, je m'en souviens que quand je me préparais à l'accouchement, déjà, je savais pas que ça existait parce qu'au Venezuela, je suis de où je viens, ben, je vois pas. Et surtout, il y avait un truc qui m'avait marqué, c'est que une de mes meilleures amies de primaire, elle est devenue gynécologue et on était enceintes au même moment. Et elle me disait, ah ouais, non, mais moi, je vais pas du tout accoucher, moi, je vais avoir une césarienne parce que je veux pas souffrir et c'est ce que je fais avec tous mes patientes. Moi, ça m'avait choquée. Mhm. Et donc, après, j'ai lu et j'ai vu que les taux de césarienne, donc aux États-Unis, en Amérique du Sud, c'est affreux parce que tout le monde a peur. Et donc, je commençais à me rendre compte que vraiment, déjà, il y avait cette culture de la peur autour de l'accouchement. Et aussi, autre chose qui m'a beaucoup frappée, c'est que il y avait cette histoire, le monde des roses, quand on est maman, tout est parfait. Bah, et pour moi, je me suis dit, bah, être maman, c'est pas jouer à la poupée, c'est pas juste habiller tes enfants, la promener. Et bah voilà, c'est très compliqué. Et je suis en train de lire un livre que j'adore, bah, je ne l'ai pas ici, mais qui s'appelle genre, le meilleur et le pire travail au monde. Je crois qu'il s'appelle comme ça, D'accord, mais ouais. en anglais. Et en fait, c'est 20 récits de maternité pour dire que être maman, c'est un truc merveilleux, mais aussi très dur hein, et que personne nous en parle. Et donc, justement, j'ai fait beaucoup de recherches par rapport à ça. Donc, déjà, par rapport au trauma qu'on peut souffrir dans sa vie et l'impact que ça a sur la maternité sur la maternité elle-même et sur les choix qu'on a comme femme. Parce que je pense que si, voilà, comme je disais tout à l'heure, on définit la maman qu'on est, mais ça commence aussi depuis la grossesse et l'accouchement. C'est que pour moi, le plus important, c'est que les femmes, elles puissent avoir toute l'information qu'elles ont besoin et après, elles feront les choix alignés à elles sont, à ce qu'ils sont. Mais pour moi, ces choix forcés de ah oui, mais il y a que la césarienne si tu veux pas souffrir et tout ça, moi, j'y crois pas. Je pense que c'est juste une femme avait besoin de l'information, du support, c'est de réseaux que l'on n'a pas parce qu'on vit dans une société tellement individualiste où quand on dit on a besoin d'un village pour élever un enfant, mais ça c'est vrai. Et de même, pour une mère aussi, on a besoin de ces villages parce que si on veut que cette femme puisse continuer et faire tout ce qu'elle veut, elle a besoin d'aide. Et moi, autre chose que je dis aussi aux mamans, c'est que pour pouvoir changer tout ça, on doit changer nous-mêmes. Et déjà, bon, par exemple, un truc que je fais, c'est j'offre beaucoup d'aide aux mamans à mon entourage aussi. On Mhm. essaye de faire des gardes partagées avec les enfants. J'ai avec d'autres parents, bah, on cherche les filles à la crèche. C'est lui qui arrive en premier, prend les filles, tu sais. Juste, des fois, des petits gestes comme ça peuvent changer vraiment de choses parce que ça enlève un peu, ça soulage les mamans et les parents. Et, euh, et ben voilà, je pense que je me suis perdue un peu dans ce que j'étais en Et train du de coup, dire. oui, c'est pour ça que tu as voulu accompagner peut-être toi aussi à ton tour des couples pour les aider sur ce chemin un peu d'une maternité éclairée et qu'ils puissent faire leur propre choix. Ouais, ouais, justement. Oui, c'est ça. En fait, j'essaye de mettre à disposition
que ce soit au couple que j'accompagne ou des couples qui sont à mon entourage, des informations, Ouais. qu'ils puissent savoir qu'il y a plus que ce qu'on leur a montré. Et à eux, bah, voilà, de faire leur choix mais bah, voilà, alignés à ces valeurs et tout ça. Mais pour moi, oui, c'est un peu devenu quelque chose de très important pour moi. Et autre chose que je dis, c'est que on en parle beaucoup de beaucoup de choses, et du futur et tout ça, mais on oublie que sans les femmes et sans les mamans, il n'y aura pas de futur. Et je pense que si on donnait plus d'accompagnement, plus de support aux mamans et on donnait plus d'amour aux Mm. mamans, notre futur changerait parce que ça veut dire que ces mamans vont donner plus d'amour à ces enfants et que on est déjà un futur meilleur assuré parce que les études, ils le montrent que l'amour, ça change nos cerveaux et que ça fait déjà des humains euh, plus empathique. Et je me suis dit, Mm. vraiment, pour moi, la clé du changement de futur, il y a beaucoup dans ça. Oui, il y a la planète et tout ça. Et je dis oui, mais si sans humains, ça pourrait faire. Et les femmes, oui, les personnes qui accouchent et qui donnent vie, c'est clé pour cette future. Ouais, il est important du coup d'en prendre soin. Ouais, exactement. Est-ce que tu peux nous partager quelques ressources que tu as lues, des livres ou des podcasts ou voilà, qu'importe qui t'a justement aidé à mieux comprendre ta maternité, la maternité en général? Oui, du coup, il y a le podcast de la matrescence. Il y a aussi tous les livres de Michel Audon. Mhm. Moi aussi, je pense que quelque chose qui m'a guidée donc, dans le métier des doulas, c'est moi, j'avais fait un séminaire avec Michel Audon de 3 jours, mais il n'y a pas que les doulas qui le font. Les parents qui veulent le faire aussi, ça, ils peuvent le faire et pour moi, ça a été clé. Moi, j'avais fait une formation de doula, mais je l'ai fait en Angleterre, donc ça, c'est bien. Mais aussi, j'ai beaucoup lu d'autres livres. Pour moi aussi, Céline Alvarez a été clé Mhm. pour moi aussi, parce que non seulement un peu dans ma maternité, mais à comprendre le développement de mon enfant et pouvoir m'en adapter. Des livres aussi de Catherine Gueguin. Après, je Mhm. pourrais peut-être partager une liste qu'on pourrait mettre en Bien sûr, description avec grand de plaisir. podcast. Ouais. Mais je pense que pour moi, en fait, je suis quelqu'un bah, qui a besoin de comprendre les processus et qu'est-ce Mhm. qui arrive pour pouvoir savoir réagir. Et donc, pour moi, tout ce qui était neurosciences, développement, connaître les traumas, l'impact, l'épigénèse, etc. Bon, j'expliquais tout à l'heure peut-être ce que c'est ce qui m'a donné les clés de savoir réagir. Même si ça ne marche pas tout le temps, parce que des fois, on est un peu débordé, on ne sait pas comment réagir. Mais pour moi, la clé, c'est savoir comment les choses marchent pour pouvoir m'adapter. Et donc, tout ce qui m'expliquait comment c'était le développement de mon enfant et tout ça, c'était clé. Et justement, par rapport à ça, une petite anecdote, c'est que je m'en souviens enceinte, je parlais avec mon compagnon et j'ai dit, quand notre fils est né, je voudrais jamais parler des mots caprices. Et il me disait, non, mais si, ça arrive, les enfants font des caprices et tout ça. Et j'ai dit, bah non, les enfants font pas de caprices. Et on les appellera crises, des crises. Et du coup, pour moi, même redéfinir des choses a été vraiment très, très, très important dans cette transformation de la personne que j'étais avant à la personne que je suis aujourd'hui. Donc, je peux dire que j'ai réquestionné Mhm. des définitions que j'avais en moi et j'ai créé un univers un peu différent. Et donc, justement, que c'est quelque chose que je peux dire, c'est qu'à changer, c'est que je réquestionne et j'essaye de casser toute cette façon comme j'étais programmée et me dire qu'est-ce qui je veux être. Et ben voilà, je vais questionner et si ça allait pas, parce que je sens que ça va pas, j'essaye de construire des nouveaux concepts ou des nouveaux process même pour être aligné avec qui on veut être et avec qui on veut que notre fille soit dans le futur. Parce que c'est ça, c'est le plus important en fait. On pense tous les jours à qui est-ce qu'on veut qu'elle soit
Et donc, comment on doit réagir maintenant pour l'aider à atteindre ça? Et surtout avec notre compagnon, on s'est dit, qu'est-ce que nous a frustré le plus dans notre vie? Mhm. Ah bah voilà, on essaye de lui donner les soutiens. Bon, peut-être on fera des erreurs. Il aura toujours, j'imagine, des choses qu'elle va nous reprocher. Mais autre chose, par exemple, j'adore quand elle me dit tous les jours, Maman, je suis tous les jours belle, n'est-ce pas? Et je dis oui. Et je lui dis, où elle est ta beauté? À l'intérieur. Mhm. Et donc, du coup, je me dis, déjà, ça, je sais pas, tu vois, je vois germer toutes ces Ouais, petites graines qu'on a mis en elle. c'est super. Et ton compagnon, il te suit comme ça dans cette démarche? Il est réceptif à tout ce que tu peux lui expliquer? Oui, je pense qu'au début, c'était un peu compliqué Mhm. parce que bah, déjà, comme il avait cette rentrée dans la paternité un peu compliquée, donc au début, il voulait pas lire, mais à un moment, il a commencé aussi à lire et quand il y avait des moments difficiles, il a commencé aussi à chercher pour trouver ses réponses. Il entend aussi mes cours magistrales. Chaque fois que je lis un livre, que j'ai entendu quelque chose, mais même si des fois je dois répéter, répéter, des fois, un truc que j'aime bien, c'est que il m'a dit, ah, je suis très content que tu as insisté sur ceci, ah, je suis très content que tu as insisté tout cela parce que on est en train de bien faire les choses et aussi pour moi, c'est important qu'ils le reconnaissent et après, donc, je suis fière d'avoir insisté autant parce que, bah oui, à un point, à un moment, ça finit par rentrer et après, ils se rendent compte que c'était bien et que, bah voilà, que c'était juste pour le bien-être de notre fille et lui aussi, il est content et oui, maintenant, il est plus réceptif, Mhm. il m'écoute plus rapidement qu'avant, même si des fois, je dois encore insister, mais, mais oui, il est très réceptif. Bon, c'est déjà une bonne chose. Et comment envisages-tu du coup l'avenir? Est-ce que vous avez un projet d'un second enfant? Pour l'instant, vous êtes bien comme ça. Qu'est-ce qui se trame pour les prochains mois ou années? Ouais, bon, pour l'instant, je t'ai dit au début, c'était très dur parce que notre fille, elle dort pas Ouais. une nuit entière. Donc, on a mis beaucoup de temps à se décider d'en avoir un deuxième parce que ouais, c'était un peu compliqué. Et bon, là, on essaye, mais Ouais. on n'a toujours pas de nouvelles de la cigogne. Mais Bon. oui, bah, on aimerait avoir un deuxième enfant, mais je sais pas pourquoi j'ai cette pressentiment que je me suis dit peut-être quand je tomberai enceinte, ça sera des jumeaux. Ah, c'est vrai? Ouais, dans ma famille, il y en a une de mes tantes, elle avait une sœur jumelle, mais bon, elle est décédée à la naissance et de côté de mon père aussi, il y a deux jumeaux. Je sais pas pourquoi, des fois, je me dis peut-être on aura cette surprise. Mais bon, pour l'instant, on n'a pas réussi. On espère vraiment avoir un autre enfant dans un futur proche et surtout parce que ça fait 2 ans et demi que ma fille me demande tous les jours un bébé. C'est vrai, elle aussi, elle a envie d'avoir un petit frère, une petite sœur. Ouais. Ah ouais, ouais. Et c'est drôle parce qu'elle me fait penser à moi et tous les jours, elle me Mhm. dit, Maman, je veux avoir un bébé, maman, je veux avoir un bébé. Et c'est drôle parce qu'elle dit, je veux un bébé et un chien. Et je Ah, lui dis, bon, on va voir. d'accord, bon, bah, j'espère vraiment que ce sera bientôt un souhait qui sera exaucé. Et j'ai une dernière question pour toi, Karen. Quel serait, pardon, le conseil que tu donnerais à une future super mama pour qu'elle puisse vivre une maternité sereine? Je pense que ce que je lui dis, c'est écoute-toi Mhm. parce que si tu as des pressentiments ou des choses que tu penses, écoute-toi vraiment parce que ça veut dire quelque chose. Ce n'est pas juste, c'est vraiment ce qui peut arriver. Et ce que tu as envie et c'est cette petite voix en toi, elle est en train aussi, elle est là aussi pour te guider et que si tu as envie de faire quelque chose d'une façon, ne fasse pas autrement parce que les autres gens te disent. C'est juste écoute-toi vraiment euh, et définis toi la maman que tu veux être et définis avec ton couple la parentalité que vous voulez avoir et ne vous laissez pas vraiment noyer par des commentaires d'autres personnes parce que c'est votre enfant et il n'y a que vous qui savez ce qui est le meilleur pour ces bébés-là. Et donc, c'est juste, ouais, écoute-toi.
Bah écoute, merci beaucoup Karen. Bah écoute, déjà merci de ta participation. Embrasse aussi ta petite Iris. Je te souhaite plein de bonheur pour la suite et plein de bébés, on l'espère. Et en tout cas, merci pour Merci, ton temps et ton partage. merci beaucoup. Merci et bonne journée. Merci, à plus. Je remercie chaleureusement Karen d'ouvrir le bal des histoires de Super Mama. J'espère que ce premier récit vous aura touché et inspiré. J'ai adoré la vision qu'a Karen de la maternité ainsi que sa lucidité autour de tous ces sujets. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez me laisser des petites étoiles, c'est le meilleur moyen de soutenir Super Mama et d'aider ce podcast à se faire connaître. Vous pouvez aussi partager l'épisode à une amie afin de faire grandir cette jolie communauté. On se retrouve mercredi prochain pour un nouvel épisode et d'ici là, je vous embrasse, mais surtout, prenez bien soin de vous. Merci à toutes d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez hâte d'écouter de futures mamas nous raconter leur plus belle aventure, vous pouvez vous abonner au podcast. Cela vous permettra d'être tenu au courant de la sortie des prochains témoignages. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Instagram pour échanger et partager. Pour celles qui souhaitent nous raconter leur super récit de maternité, vous pouvez m'envoyer un petit mot à l'adresse inscrite dans les notes de cet épisode. C'est avec un immense plaisir que j'échangerai avec vous. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.